Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, un monde souvent invisible mais qui se trouve juste sous nos pieds. On va parler de la science cachée derrière la croissance de nos aliments. Vous allez voir, c'est une histoire d'équilibre, un équilibre d'une précision incroyable. La question de départ a l'air toute simple. Comment est-ce qu'on nourrit une plante? On pense tout de suite à de la terre, de l'eau, du soleil. Mais en réalité, la réponse est bien plus complexe et passionnante qu'on ne pourrait le croire. Oui, parce que ça va bien au-delà de la terre et de l'eau. C'est une véritable science de précision, un savoir-faire qui est absolument crucial pour garantir non seulement la quantité, mais aussi la qualité de ce qu'on retrouve dans nos assiettes. Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord se mettre à la place de la plante. Il faut saisir son dilemme. Parce que, voyez-vous, elle a des besoins nutritionnels très spécifiques. Et le sol, eh bien, ce n'est pas un buffet à volonté. En fait, c'est un peu comme nous. Une plante a besoin d'un régime équilibré pour être en pleine forme. Il y a les 3 stars, le fameux trio NPK. Le N, c'est l'azote, le moteur de la croissance, ce qui fait les belles feuilles vertes. Le P, c'est le phosphore, essentiel pour les racines et l'énergie. Et le K, le potassium, qui est là pour les fruits et pour rendre la plante plus costaud. Mais attention, ce n'est pas tout. Il y a aussi toute une panoplie d'éléments secondaires et d'oligo-éléments nécessaires en toute petite quantité, mais tout aussi indispensables. Et pour gérer ce menu si complexe, l'agronomie s'appuie depuis longtemps sur 3 lois fondamentales. On peut vraiment les voir comme les 3 règles d'or de la nutrition des plantes. La première, c'est la loi du minimum. L'image du tonneau est parfaite pour comprendre ça. Imaginez un tonneau fait de planches de bois où chaque planche représente un nutriment. Si une seule de ces planches est plus courte que les autres, à quelle hauteur pourra-t-on remplir le tonneau? Eh bien, seulement jusqu'au niveau de la planche la plus courte, évidemment. Pour une plante, c'est pareil. On peut la noyer sous l'azote. S'il lui manque juste un peu de phosphore, sa croissance sera limitée par ce manque. C'est l'élément le plus faible qui donne le là. Deuxième règle incontournable, la loi des rendements décroissants. En gros, ça veut dire que plus n'est pas toujours mieux. Doubler la dose d'engrais ne va absolument pas doubler la récolte. Au début, on voit une grosse différence, puis de moins en moins, jusqu'à atteindre un plateau. Le but du jeu, c'est donc de trouver la dose juste, la dose optimale, pour avoir le meilleur rendement sans rien gaspiller. Et enfin, la troisième règle, la loi de la restitution. C'est assez simple à comprendre. Le sol, c'est comme un compte en banque de fertilité. Chaque fois qu'on fait une récolte, on fait un retrait de nutriments. Alors, pour ne pas vider le compte et se retrouver à découvert, il faut faire des dépôts, c'est-à-dire restituer les éléments qu'on a pris. C'est du bon sens. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment les agriculteurs appliquent ces règles sur le terrain? Ce n'est pas fait au hasard, loin de là. C'est une démarche qui s'appuie sur une véritable formule scientifique. Tout plan de fertilisation à raisonner commence par une analyse de sol. C'est le point de départ pour savoir ce qu'il y a déjà dans le garde-manger. Ensuite, il faut connaître les besoins spécifiques de la culture. Un blé n'a pas le même appétit qu'un tournesol. Après ça vient le calcul de la dose, qui se base sur des méthodes très rigoureuses, comme celle du comifère en France. Et pour finir, l'application. Elle doit être la plus précise possible, au bon endroit et au bon moment. Mais attention, même avec la meilleure formule du monde, le sol reste un milieu vivant, incroyablement complexe, plein d'interactions. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler l'art de l'équilibre. C'est une sorte de danse chimique qui se joue sous terre. Parfois, les éléments se tirent dans les pattes. On parle d'antagonisme. Par exemple, un excès de potassium peut carrément empêcher la plante d'absorber le calcium. Et à l'inverse, il y a des synergies. Certains éléments s'entraident. Un bon équilibre entre l'azote et le soufre, par exemple, permet à la plante de mieux assimiler les deux. C'est un travail d'équipe. Tout ça nous montre à quel point il est crucial d'éviter les excès. La surfertilisation peut être toxique pour la plante. Ça peut dérégler le pH du sol ou même l'empêcher de boire correctement. Bref, on obtient l'effet inverse de ce qu'on voulait. Heureusement, la science et l'innovation ne s'arrêtent jamais. Il existe aujourd'hui de nombreuses techniques pour fertiliser plus intelligemment, pour une agriculture plus efficace et aussi plus durable. On a par exemple l'apport localisé qui consiste à mettre l'engrais pile là où la graine en a besoin, ce qui peut réduire les doses jusqu'à 30%. Il y a les couverts végétaux, ces plantes qu'on sème entre 2 cultures pour capter les nutriments et les stocker. Et puis, il y a des choses incroyables, comme la mycorrhization, cette alliance naturelle entre un champignon et les racines qui démultiplie la capacité de la plante à aller chercher sa nourriture. Alors, au final, si on devait résumer tout ça en une seule idée, quelle serait-elle? Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Je pense que cette phrase dit tout. Le mot-clé, le maître mot de la fertilisation, c'est l'équilibre. Ni trop,
ni trop peu. C'est la recherche constante de ce juste milieu qui permet de nourrir nos cultures de la façon la plus efficace possible, tout en prenant soin de la santé de nos sols pour le futur. Et ça nous amène à une dernière question, une question d'envergure. Face à une population mondiale qui continue de grandir, est-ce que cette science de l'équilibre, cet art de la précision, sera suffisant pour assurer notre sécurité alimentaire ? La réponse, sans doute, se trouve dans notre capacité à maîtriser et à respecter ces grandes lois de la nature. C'est une belle piste de réflexion. Merci beaucoup pour votre écoute.